Vas-y, vas-y. Qui tu es? Je suis gilet jaune. Voilà. Oui. Pourquoi? Alors attends, je suis obligé moi, parce que pour démarrer, je démarre la mienne. Donc vous voyez là les amis, bonjour, bonsoir les gilets jaunes. On est sur le rond-point levé à Commetz-la-Ville. On a plein de monde là-bas, on a commencé à avoir une petite équipe ici, c'est vraiment sympathique. Voilà, et on a décidé alors de faire une série de portraits de gilets jaunes. Et pourquoi? Simplement parce que la semaine dernière, un type est passé en bagnole en nous disant allez au boulot, bande de feignants. Et alors c'est vexant dans le sens où on a fait le tour ici, il n'y a que des travailleurs. Et donc on veut faire une petite série pour nous présenter les uns et les autres, les gilets jaunes, pour montrer que nous sommes des citoyens à part entière, des travailleurs. Et donc voilà, et donc avec Eric, on va commencer cette série. Salut Eric, gilet jaune. Alors, les questions sont assez larges et classiques pour nous, mais donc la première des questions, c'est justement, mais présente-toi, qui tu es, ou voilà, c'est ta carrière, etc. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer sur les gilets jaunes? Donc j'ai 60 ans, je suis retraité. J'ai commencé ma carrière par une carrière militaire. J'étais à la Légion étrangère. Déjà, donc pour côté feignant, c'est pas ça, c'est pas toi. Non, j'avais pas vraiment l'occasion de me reposer là-bas. J'étais au 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi en Corse et au 3e régiment étranger d'infanterie en Guyane à Kourou. On s'occupait de la surveillance du site du centre spatial et de ce qu'on appelait les missions profondes et missions fluviales en forêt. On faisait de la reconnaissance de bord sur la frontière brésilienne. Ok, donc malgré ton air très calme, t'es un baroudeur. Oui, bon, quand on baroude, on est calme. Il faut l'être, ah ouais, c'est ça. Oui, moi, je pense qu'il faut être réfléchi. Faut être réfléchi, ouais. Voilà, puis faut pas se noyer dans un verre d'eau. Ouais. Donc carrière militaire, que tu as interrompu toi-même ou comment ça se passe? Voilà, Ouais. je suis parti pour les mêmes raisons que je m'étais engagé. Je m'étais engagé pour l'aventure et puis au bout d'un moment, la routine s'installant, je suis allé voir ailleurs. Donc je me suis lancé dans le parachutisme et je suis passé professionnel. Mais en même temps, comme il fallait vivre pour financer, je travaillais dans la sécurité et dans le transport de fonds. Transport de fonds. Voilà. Et le 5 mai 2000, à Nanterre, le fourgon blindé dans lequel j'étais a été pris en tenaille par une dizaine de malfrats avec de l'armement de guerre. Ouais. Ils ont joyeusement arrosé le fourgon et qu'ils l'ont ouvert à l'explosif. D'accord, donc là tu t'es retrouvé dans une situation... Où on n'avait pas d'autre choix que de riposter. Ok, la vie et la mort. Ouais. Voilà, Ouais. on avait une grosse supériorité en armement puisque c'était de l'armement de guerre, des fusils d'assaut. Vos adversaires avaient les fusils d'assaut ou vous? Voilà. Non, vos adversaires, ah oui. Nos adversaires, oui. Nous, on a des revolvers et un fusil à pompe. Ok, Donc, ouais. c'est plus efficace que ça en a l'air en protection rapprochée. Mais par contre... Contre des armes de guerre, tu commences à être léger. Voilà, le fourgon était bloqué par un véhicule de la poste volé. D'abord sur le véhicule pour nous fixer, si vous voulez. Je pense qu'il y avait un militaire en moi là-dedans qui coordonnait parce que c'était très bien organisé. Donc une équipe qui fixait le fourgon et l'autre derrière qui manœuvrait pour poser les charges, vous voyez, sur les portes. Et sur la paroi à droite du fourgon. Alors, ils ont quand même réussi à récupérer la moitié des fonds. Comme le fourgon revenait de la Banque de France, ils étaient très bien renseignés. Bien sûr. Mais à la limite, là, les fonds, ça n'a plus grand intérêt, là, c'est sur l'état vie. Quelle date rappelle là-bas? Le 5 mai 2000 à Nanterre. 2000 à Nanterre, ok. Donc il y a 2 malfrats qui ont été arrêtés, dont un était le bras droit d'un truand qui s'appelle Antonio Ferrara, qui était l'ennemi public numéro 1 à l'époque. Pendant très longtemps, oui, j'ai entendu parler. C'est lui qui a confectionné les charges explosives. D'accord. Donc moi déjà ton récit me fait penser à deux choses. Un, que tu es sorti indemne de l'armée et que tu t'es fait blesser dans le civil, quand même. Et que donc c'est ça, ça aussi, c'est-à-dire qu'on nous dit souvent, nous attention, regardez, les policiers, les militaires, ils souffrent, ils meurent, c'est vrai. Mais j'ai été voir les chiffres. Il y a en France, dans le civil, 1700 morts d'accidents du travail. Les gens comme ton collègue, les chauffeurs,
routiers, les ouvriers, etc. Donc le civil, non seulement c'est pas un feignant, hein, mais il paye, comme les militaires, l'engagement dans la société. Tu vois, et là, ce que tu as fait, bon, bah, c'est quand même... tu vois, c'est pas évident de se battre, de combattre. Toi, tu es payé, bon, quand tu es convoyeur, tu n'es pas millionnaire, je pense pas. Non. Hein, tu n'es pas payé très cher. Tu défends des millions, tu risques ta peau. Et derrière, tu m'as raconté, il faut ensuite tu te bagarres un peu avec ta société pour être reconnu, quoi. Parce que ça aussi. La société a été assez sympa, mais c'est après cette espèce de petit esprit rapia au niveau des indemnités sociales. Il faut avoir un bon avocat. Alors, si vous êtes gnangnan, si la balle était passée à 1,5 cm plus près, j'étais complètement gaga, quoi. Ouais. Donc si j'avais pas eu quelqu'un pour m'appuyer dans la vie, je touchais vraiment des indemnités de Voilà, ça n'a pas de reconnaissance réelle, pas de médaille. Si, tu as une médaille. Non. Non, voilà, c'est ça. Là, c'est dans le civil, c'est ça. Toi, le travailleur dans le civil, c'est marche ou crève, on va dire. Hein. Pourtant, il y avait trois chefs d'accusation, en fait, si on peut dire ça. Il y avait accident de la route, Ah, carrément. Hein. attentat et tentative d'homicide. Et accident du travail. Ah, ouais, quoi. Il y avait du grain à moudre pour mon avocat. Moi, j'avais un bon cabinet. Ok, donc tu as pu voilà, avoir une Voilà, sécurité aujourd'hui. Mais sinon, si j'avais choisi l'avocat de la société, par exemple, je m'en sortais très mal. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est terrible parce que là, c'est une injustice. Normalement, on imagine qu'une fois que le drame est arrivé, bon, c'est bon, on n'a pas à négocier, on donne le max et pour que le mec se... Mais là, tu vois qu'on est toujours dans une logique capitaliste, entre guillemets, c'est-à-dire on est là pour faire du pognon, le mec blessé, il ne faut pas qu'il me coûte trop cher, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Bon. Bah écoute, chapeau d'être là avec ta bonne humeur. Et alors, justement, qu'est-ce qui t'a fait passer chez les Gilets jaunes ? Un peu les mêmes raisons qui m'ont fait que je m'en suis engagé à la Légion étrangère. Pour l'aventure. Pour l'aventure. Mais moi je le dis aussi, c'est l'aventure humaine. Voilà, l'aventure humaine, puis c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater, c'est extrêmement important. Moi, c'est ma femme Joëlle qui m'a fait connaître le mouvement, j'en pensais pas grand-chose au début, elle a commencé à faire une ouverture de péage. Je me suis renseigné, comme je m'intéresse de près à la géopolitique comme ancien militaire, et je suis tout le temps sur l'internet. Donc c'était analysé par exemple comme Thierry Messon du réseau Voltaire, comme le premier mouvement qui n'était pas une révolution colorée depuis 68. D'accord, le mouvement. Ouais. Donc je me suis dit, il faut que j'y participe, j'ai fait 2-3 manifs. Là, je me suis aperçu qu'on était vraiment traités comme des chiens, quoi, vraiment comme des gamins, comme des couillons, comme des... Oui, alors que justement, toi, ton histoire démontre que tu as servi la France comme il faut, que tu as sacrifié ta vie et dans le civil et dans le militaire, et qu'après, évidemment, tu dis ça va pas, il y a une crise, et on te tape sur la gueule, quoi. On te tire au LBD. D'ailleurs, pour revenir à la Légion étrangère, parce qu'on n'en parle jamais en fin de compte, la Légion étrangère, c'est une arme qui intègre les gens très rapidement. Vous avez 130 à 140 nationalités différentes qui s'engagent, et on doit très vite en faire des soldats qui vont se battre jusqu'à la mort. Et avec une cohésion, quoi. Une très très bonne cohésion. Et ça, il n'y a que la France qui peut réussir à ce niveau-là. À faire ça. Voilà. Au moment où tout le monde crache sur la France, dire qu'on n'est que des seuls colonialistes, la France c'est un pays qui rassemble, la preuve par la Légion étrangère. Ouais. Chez nous à la Légion, on dit français par le sang versé. Ouais, très bien. On va dire par les allocs versés. Ouais. Donc c'est ça, donc ce mouvement Gilets jaunes, ça t'as vu une aventure humaine. Voilà. Et bon, c'est très bien. Très important. Ouais. En plus, les gens manifestent tous dans leur coin, quoi. Mais nous, on rassemble tout le monde, quoi. Ouais. C'est un modèle à suivre. Exactement. Pour les futurs manifs qui vont. On est la nouvelle Légion étrangère. On rassemble tout le monde, on intègre tout le monde. Voilà. Tout à fait, et alors moi, je t'ai rencontré sur le rond-point de Villebon. Ouais. C'est ça, comme ça que tu l'appelles, hein, ou de Massy-Palaiseau. Oui. C'est à la confluence de Palaiseau, Villebon et Champlan, quoi. Et Champlan. Pour les gens qui veulent y Voilà. aller,
sur la route qui va de Palaiseau aux Ulysses en passant devant le centre commercial Auchan 2, quoi. Très bien. Le point de Et Gutenberg. c'est le rond-point Gutenberg, voilà. C'est Ah, le lieu très du bien. rond-point, à proximité. Il y a toujours François qui est là-bas, Jean-François, ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. ouais. qui est médecin lui. Hein. C'est ça, ouais. Il est Oui, médecin, ouais, il aime plutôt bien sa ouais. vie, les gilets jaunes. Il y a une belle équipe, hein, il y a une belle équipe. Alors c'est plusieurs jours par semaine, vous? Alors nous, on y est, bon, comme on n'est plus tellement nombreux, Ouais. on s'est mis d'accord pour y être le mardi après-midi, le jeudi après-midi et le samedi après-midi. Ok, très bien. Moi, j'y suis de 2h30 à 6h30, quoi, quelque chose comme Voilà, et parce que tu as quand même, c'est pareil, ça fait partie de ton personnage chez les Gilets jaunes, tu as tenu le rond-point tout seul l'été ça. dernier. Bah oui, oui, mais Tous les faut jours, dire, non, mais- oui, Ouais, ouais, ouais. Et qui n'est pas un rond-point facile en plus, ouais, je veux dire, il était entouré de bruit, ça passe, hein, il n'est pas fastoche. Mais il y a un gros potentiel, hein. Vous avez des Et un milliers de voitures gros qui passent. potentiel de passage de voiture. On a vu, il y a énormément de klaxons de soutien. Ah bah si, et même il faut le dire, la dernière fois qu'on t'a vu, deux motards de la police font plus qu'un soutien, un grand bonjour. Enfin, tu te dis, ça va pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les motards vous saluent sur ce rond-point? Pourquoi? Raconte-moi la petite Je histoire. pense qu'ils nous saluent parce qu'ils sont pas trop d'accord avec les missions qu'on leur donne, quoi. Ouais, et puis il n'y a pas une histoire où les avez, où ils ont manqué de se faire casser la gueule et ils ont été sauvés par des gilets jaunes? Voilà, disons, ils ont bien aidé, quoi. Hein. Ils étaient, on avait, à l'époque, il y avait beaucoup de monde, c'était au début du mouvement, on était 50, 60, jusqu'à 100 personnes. Et il y avait toujours un groupe qui montait faire un peu de prosélytisme à l'Auchan 2, là, là-haut. Et là, donc, ce petit groupe tombe sur deux gendarmes qui s'étaient fait carrément agresser par une bande de loupards. Ils sont allés distribuer 2-3 bourpifs et puis ça s'est calmé, quoi. Voilà, donc, c'est vrai. Donc les gilets jaunes ont sauvé des gendarmes. Ouais, Est-ce qu'il- bah, les voilà, gendarmes est-ce qu'il nous fait- défendent. Et les gendarmes nous défendent aussi, puisque je me rappelle un épisode pendant un acte, je ne sais plus lequel, c'était à Paris, où les braves ont attaqué des gilets jaunes, qui ne les provoquaient pas du tout. Les gilets jaunes se sont réfugiés derrière les gendarmes et les gendarmes les ont protégés. Ouais. Ils ont pris les coups à notre C'est l'acte 70, j'y étais, l'acte 70 qui est le premier acte de désobéissance sur le premier confinement. C'était le premier week-end de confinement. Les gilets jaunes sont tous sortis en masse, sur Paris en tout cas, en disant on n'en a rien à fiche, etc. De l'interdiction. C'était déjà la distanciation sociale. On n'était pas encore en interdiction de sortir, mais en distanciation sociale. Tout le monde est sorti. Ça a été, dans l'esprit de beaucoup, effectivement, une manifestation, on va dire, très rugueuse, hein, pour le moins. Et effectivement, on a été témoin de gendarmes qui ont abrité des gilets jaunes. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'est très bien ça, écoute. Et donc, bon, voilà, donc tu es à fond là-dedans. Et alors, est-ce que... Alors bon, bah voilà, 2 ans et demi de lutte, c'est long pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui renoncent, enfin sans renoncer, mais qui ne s'engagent plus, qui ne sortent plus. Toi, tu es toujours là. Tu vois, voilà, et pourquoi? Alors, c'est que ton côté militaire, faut rien lâcher dans le combat, comme pourquoi? Et En fait, je pense que c'est un mouvement de longue haleine, quoi. Ça va durer des années parce que même si Macron n'était pas réélu, il y aurait quand même des problèmes, hein, à régler. Ça va pas se régler comme ça, quoi. ouais, tout ça. C'est un système plus que Macron lui-même, quoi. Il y a tout un système de toute Là, façon au-dessus, oui. qu'il faut réformer, quoi. C'est un système, le système Union Européenne, pour moi, c'est exactement comme l'Union Soviétique, quoi. Et ça s'écroulera pareil, quoi, d'un seul coup. Ouais. Donc, Juste une petite question. Tu as donné la moitié de ta vie pour la France, 7 ans. 7 ans pour la France, le reste pour l'argent de la France, puisque tu as été convoyeur. Oui, enfin, Oui, Pour le capital. Pour le capital. Donc, depuis toutes ces années, le système était le même. Qu'est-ce qui t'a fait d'un seul coup réagir sur cette prise de conscience que le système n'était pas bon, le système n'était plus démocratique? Ah bah déjà à partir de 70, des années 70, ça n'allait plus, on trouvait de moins en moins de travail, il y avait un espèce de discours à la noire. Je me rappelle quand je cherchais du travail avant de m'engager, je sais pas, il y avait une drôle d'ambiance au niveau de la NPE. On avait vraiment l'impression qu'on nous prenait pour des... on a vraiment l'impression qu'il y avait une déliquescence de la France. Je me disais, un pays si riche, c'est pas possible que ça se...
je sais pas moi, il y avait tout un tas de détails là, je sais pas, qui me faisaient dire que c'était plus du tout la France que j'étais en attente d'aimer, comment on dit. D'aimer et de donner sa vie pour elle, quoi. Je veux dire, t'étais plus en accord avec toi-même, plus ou moins. La France, les Français, oui, mais je sais pas, il y avait déjà que Mitterrand passe, Ouais, ça ne chantait pas des masses. Quoi. Mitterrand ou les autres, on sait très bien que c'est pas eux qui dirigent. De toute façon, depuis longtemps, on le sait. Mon ami la finance, il y a cru. Mais Qui De le Gaulle, cru comment on dit. vous prenez De Gaulle, c'était pareil. Hein. Il Oui, était non, mais patient et il disait voilà, les Américains vous les regardez dans les yeux et ils finissent par se la fermer. Quoi. Alors que les autres, alors le Pompidou, c'était le gérant de la banque Rothschild pour la France. Quoi. Donc, Ouais. Bien, Mitterrand a continué le travail. Giscard, Mitterrand, ouais. Plus ça allait, plus on avait des présidents à ce niveau. Quoi. La dernière fois où j'avais été fier de la France, c'était quand on a refusé d'aller se battre dans le Golfe. Ouais, pour, 2003, Vraiment, Chirac. Chirac, L'invasion de 2003. Chirac, Villepin et Schröder, je crois. Ouais. Voilà, c'était ça. Donc, voilà, la D'accord, France, voilà, c'est ça. C'est quand la France a une grande vision, moi je suis d'accord avec toi, c'est quand la France est belle, la France est aimée de l'étranger, quand elle est, j'ai envie de dire, héroïque, qu'elle Voilà. défend des belles visions, Exactement. qu'elle défend des belles choses. Mais effectivement, elle devient détestable, y compris pour ses enfants, c'est ça qui est terrible, quand on devient le valet de l'Amérique, de la grande finance, etc. Et là, on est... Et effectivement, c'est pas qu'on n'aime pas la France, au contraire, on se bagarre parce qu'on l'aime et qu'on ne veut pas la perdre. Et je sais plus, il y a une phrase, ça me fait penser à une phrase qui disait « Le véritable exil, c'est quand on ne reconnaît plus le pays qu'on aime. Hein, » c'est-à-dire que, tu vois, c'est là, tout d'un coup, si ton pays disparaît, tu vas où, tu es qui, tu comprends? C'est le premier des exils, c'est de perdre les valeurs de son pays, on va dire, en manière générale. Mais écoute, pour pas faire trop long, parce que c'est très bien, là on a fait le tour déjà. Je te remercie absolument Eric, d'une part, comme on dit, d'exister et d'être venu nous rendre visite. Merci. Merci à toi, Eric. Merci à toi Eric, ouais. Merci à toi. Merci à toi, Vincent. Et toi, rappelle-moi. Martial. Pascal. Bah alors, Oui, avec un P, mais tu c'est m'as très donné bien. il y a 5 minutes ton nom en plus. Mais il y a trop de monde là en ce moment. Ok, Pascal qui est aussi, on fera un portrait de Pascal un jour parce que là aussi, Ça vaut pas la peine. tu rigoles, t'as un dossier là aussi. Bon, et très bientôt les amis, c'est pour dire que, que les Gilets jaunes sont vraiment des citoyens totalement impliqués dans la société, des travailleurs, des gens qui sont capables de donner plus que Macron n'est capable de donner par exemple. Donne-moi ta page. Et merci Eric. Alors la page, moi c'est Le Maquis à Paris. Le Maquis à Paris. Sur voilà. YouTube. Sur YouTube, cliquez Le Maquis à Paris. Voilà. Petit portrait de Gilets jaunes. À très bientôt les amis. Là aussi il y a encore plein de travailleurs qui discutent. On est là, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi le samedi. C'est parce que le samedi il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas justement. Et, mais sinon on aurait pu manifester en semaine. On lâche rien. Merci Eric, à très bientôt. Merci Vincent.